Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts qui partageront leur expérience et savoir-faire. Hello Livio, enchanté de faire ta connaissance et merci d'avoir accepté le podcast Real Insiders. Ciao Joël, merci à toi de me donner l'opportunité de parler de nous, de moi. Donc merci pour l'invitation, c'est cool. Merci beaucoup, ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir être dans vos locaux qui sont très beaux d'ailleurs. Merci. Donc premièrement, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bah écoute, moi c'est Livio Campagna, j'ai 38 ans, j'ai la chance d'avoir créé plus c'est ça il y a maintenant 11 ans en arrière. On pourra parler et revenir sur l'histoire de plus, mais voilà, j'ai 2 enfants, je vis à QI et tout va bien. Ok, nickel. Et peux-tu expliquer du coup brièvement ce que fait Plus c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas Alors écoute, Plus c'est ça est une idée de base au tout début de pouvoir offrir à notre clientèle un service à 360 degrés. Qui est délivré directement par des experts. Rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu cherches aujourd'hui une bonne fiduciaire, avec un service fiscal, on a de quoi répondre à ta demande. De même que si demain tu cherches un expert en financement hypothécaire, on va pouvoir s'occuper et onboarder ta demande et t'accompagner du début à la fin par rapport à ça. Donc c'est une société, on a créé une société qui offre des services complets par des professionnels qui délivrent un service à 360 degrés. Ok, et vous êtes présent dans toute la Suisse romande? Oui, toute la Suisse romande. On est présent à Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel. Ok, génial. Et pour revenir sur toi, qu'est-ce qui t'a motivé à fonder Plus c'est ça? Est-ce que tu avais une vision initiale et comment cette vision a évolué avec le temps? Alors écoute, pour être tout à fait franc avec toi, parce que je pense que c'est important et pour les écouteurs aujourd'hui qui nous écoutent. En fait, à la base, j'en avais marre de travailler là où j'étais. Ok. Et j'arrivais pas en fin de compte à développer l'idée de mon business model, c'est-à-dire pouvoir travailler de manière professionnelle et complète avec mes clients et pour surtout les accompagner d'un début d'un processus jusqu'à la fin et l'accomplissement d'un projet, que ça soit à titre patrimonial, à titre immobilier, hypothécaire, bref, à toutes ces questions que les gens se posent aujourd'hui et auxquelles ils n'ont pas forcément des réponses, et surtout des réponses aujourd'hui qui sont la plupart du temps fausses, erronées ou pas précises. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter vraiment un service sur mesure à notre clientèle, mais avec une grande envie d'entrepreneuriat. D'accord. Et puis t'as démarré tout seul? Alors écoute, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer sur mon parcours professionnel des collègues qui sont devenus des amis et qui sont aujourd'hui des associés. Donc non, j'ai pas démarré seul. On a débuté l'aventure il y a maintenant 11 ans avec 3 de mes associés. Et du coup, on était 4 au départ, ouais. D'accord. Et vous faisiez que du financement hypothécaire au début? Vous étiez déjà à 360? Non, alors écoute, l'idée du 360 était centrale par rapport au projet de base qu'on avait. Au tout début, on était plus axé sur de la planification patrimoniale, prévoyance pour nos clients. Ok. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route la personne qui a développé toute la partie fiduciaire, Carlo Orsino, avec laquelle on est en train de créer des choses super sympas. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer toute la partie financement hypothécaire qui, elle, a pris son élan réellement il y a maintenant 7 ans. Ok. Et donc aujourd'hui, tu n'es pas tout seul au board, vous êtes plusieurs associés, vous êtes combien Oui. Alors aujourd'hui, réellement, on est 5 associés au sein du groupe. Ouais. Génial. Quels ont été les plus grands obstacles que tu as rencontré lors du lancement de ton entreprise finalement, et puis comment tu as pu surmonter ce genre de difficultés? Parce que je pense que c'est quand même un milieu qui est ultra compétitif, ou pas, tu me le diras peut-être par la suite. Ouais, écoute, obstacles, écoute, on a plein d'obstacles, dans le sens où je pense que pour un entrepreneur qui décide de se lancer, d'ouvrir son business, je pense que le premier obstacle est déjà psychologique. Ouais. De se dire est-ce que je vais réussir à payer les factures à la fin du mois, ouais. Est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais être crédible sur le marché, est-ce que je vais pouvoir
réussir à aider des clients, bref, à faire du business, tu vois. Tout à fait. Donc ça, je pense, c'est déjà une première difficulté qu'on a en tant qu'entrepreneur. La deuxième était à quelque part les quelques bâtons dans les roues que certaines personnes m'ont mis peut-être au début de mon activité par jalousie, par frustration, simplement d'avoir décidé de me lancer par moi-même dans mon business, mais c'est vrai que oui, je pourrais te raconter 1001 histoires de difficultés qu'on a eues les 5 premières années et qui ont souvent résonné en moi et m'ont fortement démotivé, mais on est toujours là et on avance. Okay. Ouais, bah justement, on en reparlera sur cette histoire de démotivation. Donc, tu as lancé ta boîte il y a 11 ans, c'est-à-dire que tu as démarré à quel âge? Écoute, le temps passe vite, Joël. Ouais. Le temps passe vite. J'ai 38 ans, donc ça veut dire que j'en avais 27. Bah quand même, hein, c'est quand même assez jeune. Faut avoir du cran pour se lancer. Alors certains se lancent encore plus tôt. Oui, bien sûr. Dans ce milieu-là, qui est un milieu technique, financier, etc. Bien sûr. Je pense que 27 ans, j'imagine, c'est pas non plus donné à tout le monde. Alors, j'ai la chance d'avoir un papa entrepreneur à la base, donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu un petit peu cette éducation entrepreneuriale à la maison, avec un papa qui sait tout faire, et une éducation en fin de compte assez ouverte et respectueuse. Donc avoir déjà un modèle paternel qui est indépendant, qui a son business en tant qu'enfant, je pense que ça aide de base. Et après, moi j'ai commencé dans ce business réellement dans le courtage en assurance. Hein, c'était mon premier métier quand je me suis lancé à 18 ans après ma mature. Voilà, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Donc tu dois être débrouillard, tu dois avoir du courage, t'affirmer devant des clients. C'est pas évident, mais c'est top, quoi. Ok. Puis aujourd'hui, vous êtes là surtout. On est là, 11 ans plus tard. Ouais. Tu me parles d'entrepreneuriat. Beaucoup d'entrepreneurs parlent justement de la solitude du dirigeant, particulièrement au début. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Si oui, comment tu as fait face? Beaucoup. Et ça m'arrive encore aujourd'hui parce que, tu sais, je pense qu'il y a une grande différence. C'est quand tu es employé, et tu te fais souvent la réflexion, normalement, quand tu es employé, tu as un chef. Ouais. Voilà. Un chef, t'as un supérieur qui peut être très bon, ou qui peut être très mauvais. Ouais. Ok. Moi, j'en ai connu des très mauvais, donc voilà. Mais du coup, t'as un chef. Ouais. Et ce chef, il est là pour à quelque part te guider, te rassurer d'une stratégie, d'une direction, d'une idée, bref, du travail qui doit être fait. Chaque jour au niveau de ton activité. Puis en fait, le truc c'est que quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, t'as plus de chef. Ouais. Donc au début t'as l'adrénaline, t'as la motivation et du coup tous ces obstacles psychologiques, c'est clairement des obstacles psychologiques, pardon. Tu t'en rends pas forcément compte parce que t'es tellement excité, t'es tellement motivé à aller de l'avant. Et puis c'est vrai que je me rappelle les 2-3 premières années, autant on avait peur, mais autant on était super motivés parce que la sauce commençait à prendre, on commençait à se faire connaître petit à petit, on a démarré mais de rien du tout, on a commencé à travailler dans une cave avec mes associés, donc c'est vrai qu'on est vraiment parti de rien et à partir du moment où tu commences un petit peu, j'ai même pas envie de dire à asseoir ta réputation, mais tu commences à être un petit peu connu, où les clients te respectent, ou bref, il y a un climat qui est... Où ça roule, quoi. Ouais, que ça roule. Tu commences à te poser plein de questions. Ouais. Tu te dis, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai dans la bonne direction? Est-ce que cette décision que je décide de prendre maintenant, quel va être l'impact d'ici 3, 6, 12, 24 mois? Il faut pas oublier une chose que, en termes de trésorerie, et je m'adresse principalement aux PME aujourd'hui en Suisse romande, on a des PME qui sont pas, la trésorerie qu'on a, elle nous permet de pouvoir subvenir à des besoins qui sont la plupart du temps à très court terme. Donc, au tout début, autant dire qu'on n'avait pas du tout de trésorerie. Donc, le moindre faux pas pouvait nous coûter très cher. Okay. Donc, c'est vrai que cette solitude, tu la retrouves simplement dans des moments qui sont plus compliqués, plus difficiles, en disant mince, j'ai échoué, mince, j'ai pas fait juste, j'aurais dû plutôt faire comme ci, comme ça. Et c'est vrai que il y a personne qui est là pour te rassurer, pour dire mais non Olivier, t'inquiète, je pense que c'est juste, tu t'en fais pas, ça va payer, etc. Et tu dois
par toi-même réussir à trouver la motivation, te convaincre, ouais. L'autoconviction, te dire mais non, que dalle, ça va aller, je suis capable, j'ai réussi, attends, je suis parti de là, je suis là, etc. Donc c'est vraiment pas évident. Ouais. Et les premières années, ce qui aide pas non plus, c'est que tu fais comme la plupart des entrepreneurs, beaucoup d'erreurs. Ouais. Pas parce que t'es incapable, mais parce que tu sais pas et tu connais pas. Et du coup, ben voilà, tu fais des fautes, tu tombes, tu te relèves. T'apprends. Ouais. La chance que moi j'ai eue, c'est de pouvoir m'entourer, et je te dis, et puis on pourra en parler après, mais de profils qui sont tous différents. Complémentaires, du coup. Et tous complémentaires. Et c'est vrai que c'est ce qui résume et ce qui fait la force aujourd'hui de notre actionnariat. C'est de pouvoir tous, ben voilà, être complémentaires l'un à l'autre par rapport à ce qu'on fait, et de faire rentrer dans l'actionnariat, on pourra aussi là en parler plus tard, des personnes qui vont apporter un know-how, donc, un plus supplémentaire. D'où votre entreprise. Tout va bien. Bon marketing. Et dans les premières années, justement, vu que tu as vu que ça fonctionnait plutôt bien, comment tu as financé la croissance de Plus C'est ça? Est-ce que tu as fait appel à des financements externes? Tu as privilégié l'autofinancement? Ou vous avez une croissance qui est organique et saine? Écoute, honnêtement, je touche du bois, hein. On a la chance aujourd'hui, après 11 ans, de n'avoir fait appel à aucun investisseur externe. D'accord. Donc tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on développe, nos présences locales, tout de A à Z, provient uniquement de l'autofinancement de notre société, notre structure, des associés fondateurs qui sont là pour quelques-uns encore depuis le début. Donc c'est par la force de notre travail qu'on est là aujourd'hui en fait. Génial. Et le secteur de l'immobilier est particulièrement compétitif, notamment aussi en Suisse romande. Bien sûr. Quelle stratégie toi t'as mis en place justement pour te différencier de la concurrence dès les premiers jours? Alors bon, il y a 11 ans, je pense que le marché était différent. Ouais. On va peut-être parler d'aujourd'hui et peut-être du tout début, sauf si à toi de me dire. Bah écoute, le truc c'est que moi j'ai toujours privilégié les relations humaines. Ouais. De base. Donc la force du réseau. La force du réseau, parce que j'aime l'être humain. J'aime parler avec les gens, j'aime m'exprimer, j'aime pouvoir apporter des solutions, j'aime aider mes collaborateurs, j'aime aider mes clients. Et à quelque part, en parenthèse, cette force de persuasion que j'ai un petit peu m'a beaucoup aidé et m'aide encore aujourd'hui énormément à travailler avec les gens, parce que on a un business qui est humain. Le courtage hypothécaire, ce qu'on fait et ce qu'on développe nous aujourd'hui au sein de Plus Financement Immobilier, est ni plus ni moins que la confiance que va faire une personne en toi pour l'achèvement de son dossier et la réussite de son dossier hypothécaire. Et du coup, ça passe principalement par un serrage de main, par une communication qui est saine, qui est simple, qui est compréhensive, et pouvoir apporter des bases de communication qui sont saines. Donc moi j'ai privilégié depuis le début avec nos partenaires, j'entends ce rapport-là de confiance, et c'est ce rapport-là aujourd'hui que je continue à privilégier. Et je me rends compte qu'après 11 ans, certes, on vit aujourd'hui dans une ère qui est numérique, qui est digitale. Exact. Où le digital prend le dessus des fois un peu trop, malheureusement, sur notre vie quotidienne. Et je trouve ça très triste. Parce que au final, tu perds cette connexion humaine que tu as avec les gens. Et moi, je me rends compte que quand on accueille dans nos bureaux en Suisse romande des primo-acquéreurs, par exemple, qui connaissent pas, qui savent pas, qui se posent plein de questions, je me dis qu'on a de la chance de pouvoir les accueillir dans nos bureaux, de pouvoir prendre le temps avec eux, 1 heure, 1 heure et demie si besoin, les voir plusieurs fois pour les accompagner step by step, jusqu'à leur acquisition finale. Donc cette communication-là, elle est hyper importante. Surtout que pour des primo-accédants, c'est généralement le bien de leur vie, donc c'est une importance émotionnelle qui est incroyable. C'est pas un téléphone portable. Bravo. Je pense que là tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que ces personnes-là nous confient toutes leurs économies. Et logiquement toute leur confiance. Donc je me dis que parler en face d'un ordinateur dans ce genre de situation, alors, encore une fois on le fait pour plein d'autres choses, mais pour cette typologie-là d'activité, je trouve que le contact humain est pour moi la base.
réellement notre activité. Nécessaire, disons. Ok. Clairement. Du coup, plutôt réseau, relations humaines, et puis ensuite qualité de travail, tout ce qui est délivré par ta société. Bien sûr. Ça, on en a déjà parlé, donc je vais pas forcément revenir dessus. Mais quels ont été les principaux défis pour faire grandir Plus C'est Ça? Est-ce que le recrutement et la gestion de talents ont été des sujets faciles ou difficiles à gérer? Très difficile. Très difficile. Très difficile. Écoute, je vais te dire un truc. Honnêtement, je pense que les 6 premières années, c'était hyper dur. Ok. Mais hyper dur. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver les bonnes personnes. Ok. C'était compliqué. Le recrutement était compliqué. Les gens te connaissent pas forcément sur le marché. Mm-hmm. T'es encore personne. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a une petite réputation. Mm-hmm. Je suis content et ça nous amène effectivement à rencontrer des personnes qui sont talentueuses. Personnes avec qui on s'est entouré ces dernières années. Mais les 5-6 premières années, c'était très compliqué. Ok. On arrive. C'était lié à quoi? Nous, on était jeunes déjà en tant qu'entrepreneurs. Et je pense qu'on a eu, pour ma part, forcément des stigmates de nos jobs précédents. Qui se sont pas forcément toujours bien passés. Mm-hmm. Et du coup, le réflexe que t'as quand tu dis, mince, j'ai pas forcément été bien traité là où j'étais, voilà, ça a pas joué. Le jour où j'ai la chance de donner à quelqu'un un emploi, je vais faire tout le contraire. Et du coup, tu bascules du super méchant irrespectueux ou super gentil qui accepte tout. T'as fait le grand écart, quoi. J'ai fait le grand écart. Et du coup, là, tu te mets des autocols. Parce que tu passes d'un extrême à l'autre, d'un extrême dans lequel toi t'as vécu, grandi malgré tout, à un autre extrême en tant qu'employeur où c'est le Club Med, tu vois. Et je pense que à ce niveau-là ça jouait pas parce que on a basculé de l'autre côté, puis voilà. Ça roulait pas, quoi. Ça roulait pas, non, ça roulait pas. Il y avait pas de structure correcte, trop gentil, trop permissif et non, pendant des années, ça nous a porté préjudice, Ok. Et puis du coup, t'as réussi à surmonter ça en recadrant. En recadrant notre recrutement, avec des super profils, avec des personnes maintenant qui nous suivent depuis toujours, quoi. Qui ont cru en nous. Et je pense que, honnêtement, si je prends aujourd'hui mes collaborateurs ou mon actionnariat, honnêtement. On a des profils. Ça se passe bien, quoi. C'est exceptionnel. Honnêtement, c'est top. Trop bien. Le secteur immobilier évolue rapidement, notamment avec la montée des nouvelles technologies, t'en parlais. J'étais d'ailleurs en train de regarder une promotion de Barnes où j'ai vu le bandeau Plus C'est Ça. Je crois que c'était au Fil des Vignes. C'est un truc à Neuchâtel, quoi, en gros. Oui. Et donc j'ai vu que vous aviez un bandeau financer votre projet, etc. sur l'un des projets de Barnes. Bien sûr. Du coup, je répète la question, le secteur immobilier évolue rapidement, notamment avec la montée de nouvelles technologies. Comment Plus C'est Ça intègre-t-elle ces innovations dans son modèle d'affaires? Parce qu'effectivement, toi, tu parles d'humain, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup d'outils existants de startups vont arriver et probablement aussi dans vos domaines à vous. Est-ce que ça, tu le vois, tu le perçois, tu as étudié des choses? Alors, tu sais quoi? Je pense que pour répondre à cette question de manière très simple, ce sont des outils. Ça va être des outils que nous on utilise et qui nous permettent d'être plus rapides, plus performants. Et de pouvoir apporter des réponses plus rapidement aux clients. C'est pas des outils qui vont nous remplacer, c'est pas des outils qui nous remplacent. Non. Parce que pour moi, c'est impossible d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Non. La base, c'est quand même de pouvoir expliquer à un client sur un tableau comment son financement hypothécaire va fonctionner ces 10 prochaines années. Mais je pense qu'effectivement, ces nouvelles technologies nous aident à nous et on les utilise au quotidien, que ce soit pour faire des calculs, que ce soit pour faire des montages financiers, simplement pour être simplement plus performant auprès déjà des différents instituts avec lesquels on collabore. On travaille aujourd'hui quasiment avec toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance. Donc rien qu'en optimisant le travail avec nos partenaires, ça nous permet de gagner un temps considérable. Donc non, pour moi, c'est plus des outils aujourd'hui qu'on a à disposition qui nous permettent simplement d'apporter une efficience au niveau de notre travail. Et comment vois-tu l'avenir du financement hypothécaire en Suisse romande? Est-ce qu'il y a des tendances ou des évolutions que tu observes et qui pourraient impacter le marché?
Alors écoute, ça tombe bien que tu poses cette question. J'en parlais pas plus tard qu'il y a 30 minutes avec mon responsable de Genève, Jonathan, qui me disait, tu sais quoi, Livio, aujourd'hui réellement, sur le marché, tu as plus de 80% des clients, encore aujourd'hui, qui passent en direct dans la banque. Ouais. Donc, ça veut dire que nous, en tant que courtier hypothécaire, réellement, on se partage un gâteau avec passablement d'acteurs sur le marché, ouais. Mais on se partage un gâteau qui est tout petit. Donc, comment je vois, pour répondre à ta question, le marché du financement hypothécaire, je ne peux que voir ce marché rempli d'opportunités. Ouais. Parce qu'il y a encore plein de clients et plein de personnes qui ont peur simplement de challenger leur propre banque et qui sont clients depuis des années, qui disent non, j'ai ouvert mon compte enfant à l'époque dans cette banque-là, c'est normal que je vais faire mon hypothèque là. Ça bouge là, ouais. Donc en fait, c'est presque une question de notoriété, de savoir que des courtiers en financement hypothécaire existent, parce que le client final B2C, pour lui, c'est OK, je vais voir une banque direct, et puis je regarde pas ailleurs. D'ailleurs, j'ai eu le cas de figure justement avec un de mes meilleurs potes que Diego a recommandé, où je lui ai dit mais va pas directement vers ce client-là parce qu'il te le finance pas. J'ai appelé Diego, et Diego lui a trouvé une solution, et c'est l'homme le plus heureux de sa vie parce que ça lui a changé sa vie littéralement, et il sera à jamais reconnaissant de Diego. Mais passer du courtage. On a une mentalité en Suisse, et je la salue d'ailleurs parce qu'elle nous sauve sur plein d'autres points de plein de problématiques. On a une fidélité. Ouais. Qui est inébranlable. D'accord. Et encore, je te parle du canton de Vaud, mais tu vas dans d'autres cantons dans lesquels on est présent, où les personnes sont encore 100 fois plus fidèles. Ouais. Donc, elles ont même pas envie. À la limite, tu leur proposes une solution qui est plus intéressante que leur banque, elles vont dire non, que dalle. Je reste dans ma banque sur le principe, c'est avec eux que je bosse. Donc, il faut pas oublier une chose, c'est que à la fois c'est une force que le peuple suisse, que les gens réfléchissent de cette manière, mais quelque part, aujourd'hui, dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, où tu as une proposition de l'offre qui est de plus en plus sexy, où tu as plein d'établissements qui proposent plein de solutions variées, etc., où on peut effectivement passer du simple au double en termes de frais hypothécaires pour une affaire standard normale. Donc oui, il y a de la place. Donc pour toi, l'évolution et les tendances dans ce marché-là, c'est d'aller grappiller des pourcentages supplémentaires, c'est de développer des outils, c'est de développer l'humain avec des points de vente. Je sais pas si on appelle ça des points de vente, des points de conseil. Des points de conseil, on va dire ça. Mais donc pour toi, ça va être un marché dynamique. J'ai fait exprès de prendre ces podcasts en la faisant un peu plus humaine, orientée sur toi, le partenariat. Bien sûr. Parce que le financement hypothécaire, tout le monde voit tout sur LinkedIn, on sait que le marché est dynamique en 2024 et que tout le monde est plus content que 2023. C'était pas vraiment sur ça que je voulais revenir, mais plutôt vraiment sur la personne et puis ce que fait plus ça, ta vision des choses. Merci, effectivement, ça me touche. Et peux-tu nous parler, du coup, je vais rebondir sur ça, peux-tu nous parler de ta vision à toi et à tes associés à long terme pour pousser ça? Où est-ce que tu vois l'entreprise dans les 5 à 10 prochaines années? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Ou est-ce que toi, tu as une vraie vision qui est... Écoute, moi, j'ai une vision depuis le début, et j'ai pas honte de la partager aujourd'hui avec toi. c'est que plus financement immobilier devienne un des acteurs majeurs du financement hypothécaire aujourd'hui en Suisse romande. Alors on est pas les plus gros, on n'est pas les plus petits non plus. Je pense qu'on est très bien situé aujourd'hui sur le marché. Mais effectivement, l'envie que j'ai au fond de moi, c'est de devenir le numéro 1. Ok. Je te le cache pas, c'est une envie que j'ai depuis toujours. Et c'est vrai que la mentalité qu'on a et que j'ai inculquée au final depuis le début à mes associés et qu'on partage, c'est simplement de se dire qu'ensemble on peut aller plus loin. Donc mon leitmotiv, c'est de m'entourer de personnes qui sont plus fortes que moi. Tu vois ce que je veux dire? Plus forte, complémentaire, complémentaire, qui m'apporte, d'autres choses que moi j'ai pas aujourd'hui et que je vais pas me battre à développer parce que c'est pas forcément des skills que j'ai. Donc autant m'entourer de personnes qui ont ces skills directement et de les faire, de faire partager cette vision avec ces personnes-là. Donc c'est plus une vision de partage qu'autre chose. Réellement. Et pour devenir numéro 1 en Suisse romande, ça implique quoi? Développer des points de consultation, ça dépend de développer plus de marketing, plus de digitalisation. Écoute, je pense que vous avez réfléchi à tout ça. Le digital, je pense que c'est un élément qui est important. Moi, je vois aujourd'hui mes concurrents pour qui j'ai énormément de respect.
leur investissement dans le digital est beaucoup plus important que le nôtre, hein, clairement. Ouais. Le digital, on sait aujourd'hui que ça coûte cher, que c'est pas toujours facilement contrôlable. Ouais. On a fait du digital, on fait du digital, et c'est vrai que voilà, c'est des budgets des fois qui sont hors normes pour des résultats voilà, qui sont pas visibles. Ouais. C'est ça le problème, tu vois. Ou quantifiable. Exactement. Sauf si tu traces bien les choses, mais ça, on pourra en reparler. Exactement. Du coup, c'est vrai que l'investissement en digital doit se faire. Ouais. Et surtout, le recrutement des profils. Moi, je le vois, là, on a staffé beaucoup de personnes en 2024. Je peux pas encore dire de nom, mais ouais. Ça paraîtra bientôt sur les réseaux, mais c'est vrai que voilà, c'est les personnes qui font la différence. Moi, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, c'est le profil, c'est la personne, c'est l'aura qu'elle a, c'est les connaissances qu'elle a, les connexions que cette personne a sur le marché, les qualités humaines, etc. Donc, c'est ces éléments-là qui font qu'à un certain moment, bah, tu continues à te développer, et que tu peux un jour pouvoir espérer une place de numéro 1, ouais, okay. C'est sûr. Et ça, enfin, j'ai une question qui m'arrive comme ça. Tu parlais de tes plus gros concurrents. Ouais. On sait qu'il y a aussi, par exemple, Dell Money Park. Bien sûr. Pour Dell Money Park, à un moment donné, ils ont décidé de faire du courtage. Quel est ton avis sur ça? Est-ce que t'as pas l'impression qu'ils sont un peu tirés une balle dans le pied? Écoute, pour être tout à fait transparent avec toi, à l'époque, je me suis inspiré d'eux. Dans le sens où, quand Dell était encore Dell, pour moi, c'était la boîte numéro 1 sur le marché. À tous les sens du terme. Que ce soit en termes de professionnalisme, de termes de dynamisme, de termes de conditions de travail. Parce que j'ai plein de connaissances d'amis qui ont travaillé dans cette structure. Donc, je connais bien l'un des deux associés. Donc, voilà, c'est toujours une société qui m'a énormément plu et fasciné. Et c'est vrai qu'à la base, leur réussite et leur aura m'a beaucoup inspiré pour créer ce qu'on a créé nous aujourd'hui. Maintenant, après, c'est clair que on connaît tous l'histoire, voilà, de Dell qui se sont fait racheter, etc. Et puis malheureusement, bah, ils ont opté sur ils ont pris une direction qui leur a porté préjudice. Donc, pour toi, elle leur a clairement porté préjudice. Bah, écoute. Moi, je pense, parce qu'à partir du moment où toi, tu travailles avec des courtiers, parce que nous, c'est ce qu'on fait, on travaille avec la majeure partie des courtiers en Suisse romande, bah, à partir du moment où tu travailles avec des courtiers qui t'amènent des clients pour des affaires, et que toi, tu décides à un certain moment dans ta stratégie d'entreprise de toi-même faire du courtage immobilier, bah, logiquement, tu deviens plus un partenaire, mais tu deviens un concurrent. Et de facto, ben, c'est clair que ça te ferme des portes, quoi. Plein de portes. Donc, soit tu prends ton courage à deux mains comme ils l'ont fait, à juste titre, et puis tu te dis, écoute, honnêtement, on a les épaules suffisamment solides, et avec ou sans eux, on va réussir. Le business is business. Et le business est le business. Et c'est un pari qu'ils ont fait. Et voilà. Après, est-ce qu'il a été judicieux? Est-ce qu'il a pas été judicieux? Ça, leur poserait la question. Voilà, il faut leur poser la question, mais voilà, c'est pas forcément cette optique-là qu'on a au sein de Plus Financement aujourd'hui. Ok. Et deux, trois encore petites questions. Bien sûr. Le succès peut parfois nous éloigner de nos racines. Aujourd'hui, vous avez une boîte, vous avez 11 ans, vous êtes installé. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, ça a l'air. Oui. Comment est-ce que toi, tu essaies de garder les pieds sur terre et restes-tu fidèle à la personne que tu étais avant ton ascension professionnelle? Est-ce qu'il y a des moments où justement, là on revient dans l'humain, voilà, il y a je sais pas d'où tu viens, si tu viens bien sûr, entre guillemets, d'une classe sociale peut-être un peu plus pauvre, etc. Bien sûr. Et puis des fois, ça monte vite à la tête. Comment tu fais pour garder j'ai grandi dans une famille très modeste, avec un père malade, une situation familiale qui était top. J'ai toujours eu plein d'amour de la part de mes parents, mais effectivement une situation familiale, voilà, qui était pas des plus incroyables. J'ai eu, comme je te le disais avant, un papa hyper débrouillard qui, malgré son handicap, a réussi à se faire une petite place dans son business. Donc pour moi, ça m'a donné déjà beaucoup de courage et beaucoup de force, déjà de voir ça. Et ça m'a beaucoup inspiré. Donc c'est vrai que tu gardes de base quand même une certaine réalité. Et tu essaies de garder le maximum les pieds sur terre parce que tu sais d'où tu viens. Après, c'est clair que
comme chaque entrepreneur, t'as des moments de frénésie. Ouais. Où bah voilà, à un certain moment t'as un certain succès, une certaine réussite, où tu vas faire des erreurs, où tu fais des fautes, puis ces fautes tu les payes en plein, comme c'était le cas pour moi et comme ça a été le cas je pense pour plein d'autres personnes. Donc tu fais des erreurs, mais en même temps les erreurs elles font partie de notre parcours. C'est grâce aux erreurs qu'on se permet de devenir meilleur aussi. Donc oui, j'ai fait des erreurs, ces erreurs que voilà, j'ai assumé pleinement. C'est comme ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer à avoir des clients. Donc, je suis non seulement manager au sein de ma structure, mais je suis conseiller encore également aujourd'hui. Donc, tu insuffles aussi. Tu restes dans la technique. Tu restes toujours dans le move avec tes collègues, tes collaborateurs. Et ça, je pense, ça t'amène aussi une certaine forme de respect. Parce que tes collaborateurs te voient et tu dis ah non, lui c'est pas que pas que le chef, c'est pas que ci, c'est pas que ça. Non, pas du tout. Le mec il charbonne tout autant que moi, il fait son taf aussi, il voit des clients, etc. Donc ça c'est déjà, je pense, un élément hyper important et motivateur au sein des équipes. Et pour terminer, j'ai la chance, c'est à titre privé, d'avoir 2 enfants. Et c'est vrai que les enfants te permettent aussi de garder les pieds sur terre. De garder les pieds sur terre. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Trop bien. On parlait de l'éloignement des racines, mais aussi en regardant ton parcours, qu'est-ce qui te rend le plus fier, à la fois en tant qu'entrepreneur et puis en tant que personne? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Écoute, ce qui me rend le plus fier en termes de parcours, c'est simplement d'avoir commencé il y a 11 ans dans une cave. Tu nous fais le mec d'Apple là. Écoute, si je peux avoir le même succès que lui, c'est top. Mais non, mais sans déconner, c'est vrai que au début, personne croyait en nous. C'était hyper compliqué. On a eu des bâtons dans les roues de notre ancien employeur à l'époque. Bref, c'est une galère. Une galère, vraiment une galère. Et au début, on se dit mais dans qu'est-ce qu'on s'est mis? Dans quelle histoire on s'est mis? Et si je reviens 11 ans en arrière, jamais j'aurais pu imaginer un jour fêter ma 11e année. Tu la vois pas en fait. Tu te rends pas compte de ça. Parce que l'entrepreneur, lui, se dit, OK, comment va se passer l'année prochaine? Comment se passer les prochains mois? Ça passe vite, en plus. Et ça passe hyper vite. Tu vois, ça fait 11 ans, j'ai l'impression que j'ai créé plus c'est ça hier. Donc, moi, ça fait 2, on dirait aussi que ça fait 2 jours, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des choses qui sont assez dingues, ça passe à une vitesse, d'autant plus quand t'as des enfants. Donc, là, je vais te dire, ça met le temps passe en mode turbo. Donc, oui, fier d'avoir pu créer, une société à ton image, d'avoir créé aujourd'hui une marque qui est connue, qui est reconnue par les professionnels. Ça me rend fier. À titre personnel, c'est d'avoir fait un parcours assez standard. J'ai pas fait d'uni, j'ai fait une maturité professionnelle et j'étais tellement pressé de rentrer dans le move du travail que voilà, moi je voulais travailler, je voulais voir du monde, je voulais créer quelque chose. Et c'est vrai que voilà, je suis parti de rien. Je suis pas sorti d'université. T'as mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Je me suis rebroussé les manches, comme on dit, et puis j'ai travaillé, quoi. Donc, learning by doing, quoi. Exactement. Apprendre en faisant. Exactement. Trop bien. Il reste 2 petites questions. Le secteur de l'immobilier est souvent perçu comme assez traditionnel. Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'innovation dans l'immobilier? Quels sont les changements que tu aimerais voir, si c'est le cas? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un vrai virage digitalisé dans l'immobilier de façon générale. Après toi c'était client direct, donc voilà, je sais pas. On peut rapidement parler de réglementation. Faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, au niveau du marché de l'intermédiation financière, donc quand je parle d'intermédiation financière, je parle de courtier en assurance, de courtier en financement hypothécaire. On a la chance aujourd'hui, malgré tout, depuis 11 ans que je suis, plus de 11 ans maintenant, mais qu'on a créé la boîte, que la réglementation auprès de la FINMA, c'est quand même passablement endurci. Dans le sens où tu peux plus, encore une fois, être ébéniste, pour tout le respect que j'ai pour les ébénistes, et le soir, devenir courtier hypothécaire. Alors je dis pas que c'est pas possible, je dis simplement que il y a des règles aujourd'hui, il y a des règles de formation qui doivent être prises en compte. Et l'organisme fédéral de la FINMA te demande d'être formé, d'avoir des diplômes, des brevets, etc. Donc ça nous permet aujourd'hui de
de travailler dans une sphère, même avec tes concurrents, qui est saine, où tu sais que la plupart du temps, t'as affaire à des professionnels. Ce qui n'était pas du tout le cas ces dernières années. Donc, tu dois quand même t'imaginer qu'on était dans un job où tu pouvais être qui tu voulais le matin et puis être quelqu'un d'autre le soir en faisant tout et n'importe quoi et proposer n'importe quoi à tes clients. Ils ont fermé le robinet. Ouais, ils ont fermé le robinet, oui, c'est clair. Ils sont devenus beaucoup plus restrictifs. Donc ça, pour nous, c'est top. Après, au niveau, je te parle de réglementation et je te parle rapidement des partenaires. Aujourd'hui, les grandes institutions pour lesquelles on travaille, ne veulent plus travailler avec des petits apporteurs d'affaires non plus. Donc aujourd'hui, tu décides de mettre en place une convention avec l'UBS pour pas les citer. C'est clair que voilà, ils veulent des personnes sérieuses. Ils veulent un background de la part du board qui tient la route. Ils veulent un volume d'affaires qui soit sain, qui soit régulier. Donc voilà, il y a beaucoup de critères aujourd'hui institutionnels qui font que tu peux pas te permettre d'être un amateur dans cette activité. Et puis ils ont surtout, alors je voulais peut-être pas en parler, mais quand même, maintenant qu'on y est dessus, ils ont surtout bien serré la vis concernant les financements hypothécaires. Je pense qu'il y a 5-6 ans, le marché était plus laxiste où tout le monde, j'abuse un peu, pouvait financer les biens d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est plus compliqué d'obtenir un financement hypothécaire à cause de tout ce qui s'est passé, des excès qu'il y a eu ces dernières années, ou je sais pas si c'est lié au Covid. Non, alors écoute, on va dire que le serrage de vis a déjà eu lieu bien plus tôt. Le développement du financement hypothécaire, ou du moins des taux attractifs qu'on a eu ces 10 dernières années. Donc, j'efface volontairement les 2 dernières années qu'on vient de passer, qui ont été quand même un peu riches en couleurs, avec des taux qui ont quasiment atteint les 3%. Là, on redevient de nouveau sur des taux qui sont ultra concurrentiels et compétitifs sur le marché. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les banques, les instituts financiers font très attention. Ce qu'elles faisaient pas ces 15-20 dernières années, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des règles, il y a des réglementations que tu dois respecter, que ça soit en termes de cash, de fonds propres, en termes d'âge, de caisse de pension, bref, voilà, de plein de choses techniques que tu dois pouvoir respecter pour que la banque puisse te faire un prêt. Donc non, mais j'ai l'impression aujourd'hui, honnêtement, que voilà, le marché reprend bien. On est dans une économie saine où on a encore énormément de demandes. On vit dans. Bien sûr, c'est une valeur refuge. Est-ce que tu vois dans tes clients une certaine typologie de clientèle qui arrive que tu n'avais pas avant? Je te donne un exemple parce que j'ai vu dans la presse, etc., que par exemple aujourd'hui il y a beaucoup de millionnaires et milliardaires anglais à cause du Brexit et de la catastrophe qui est en train de se passer là-bas, qui souhaitent venir sur la région lémanique parce que c'est un des top 3 ou top 4 pays pour eux. Est-ce que toi tu le vois dans le type de clientèle, une sorte d'immigration de tel ou tel pays par rapport aux conditions Alors c'est clair que ce qui se passe en Angleterre va avoir des répercussions fondamentales ces prochains mois, on va le voir. Après, c'est vrai que nous on a la chance d'avoir maintenant depuis quelques années une très belle clientèle qui la plupart du temps soit est locale, soit expatriée. Donc on travaille beaucoup avec des Français, avec des Anglais, avec des Américains. Et c'est vrai que voilà, la Suisse est un pays où il fait bon vivre, comme on dit. Qui offre énormément d'opportunités, mais ça on le sait depuis toujours. Donc tu vois pas une nouvelle filière alors le marché de l'ultra luxe, c'est pas forcément un marché qu'on maîtrise et qu'on gère nous. Ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre touche surtout les personnes qui sont très très fortunées. Alors nous on a la chance d'avoir aussi quelques clients fortunés, mais on va dire que c'est pas notre cible de clientèle principale. D'accord ? Parce que ce sont des personnes qui ont d'autres besoins, qui la plupart du temps family office, achètent cash, bref, qui ont pas les mêmes soucis que toi et moi. Mais c'est vrai que on a une forte immigration ici en Suisse, de part et d'autre, qui est une immigration qui est saine et qui nous permet de pouvoir être toujours super compétitif sur le marché. Donc non, c'est top. Génial. Et dernière question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de se lancer dans ce secteur-là, en particulier dans un marché aussi spécifique que celui de la Suisse romande et dans le cadre du financement hypothécaire ou même d'un
un service financier à 360 comme vous avez, pardon. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui souhaite faire comme toi aujourd'hui? Je m'adresserais plutôt à l'entrepreneur. Ouais. C'est plus simple parce qu'au final, tu sais pas forcément ce que tu vas devenir ou ce que tu vas faire. Ouais. Tu vois, nous, quand on a lancé Plus C'est Ça il y a 11 ans, on pensait pas que le financement hypothécaire allait devenir notre cheval de Troie. Oui. Et qu'on allait positionner cette marque de manière durable sur le marché. Mais si maintenant je m'adresse à l'entrepreneur qui a envie de se lancer, c'est simplement déjà croire en lui, de pas baisser les bras, te dire que lui dire qu'il va échouer plusieurs fois, qu'il va devoir être résilient, rebondir, et qui doit être rempli de courage. Et que oui, effectivement, les premières années sont pas du tout gratifiantes, mais vraiment pas du tout gratifiantes. Que tu peux à plus d'une reprise tomber et plus te relever. Donc il y a énormément de pièges, que ça soit au niveau de l'être humain que tu vas croiser, que ont des projets qui vont aboutir à rien du tout. Mais si tu crois fermement en toi, vas-y et donne-toi le courage de croire en toi et d'avancer, parce que la récompense au final elle a pas elle a pas de définition. C'est moi je me lève tous les matins, je vais pas au travail. Donc ça c'est tu vois ce que je veux dire, là, tout le monde aspire au final. Je pense que c'est un luxe et j'en suis très reconnaissant. Parce que je pense que j'ai la chance de pouvoir me lever tous les matins et de me dire c'est cool, je vais pas au travail, je vais voir la famille. C'est hyper cool. Tu vois ce que je veux dire, et ça je pense que ça a pas de prix. Génial. Ouais, puis je pense aussi que ça nous fera perdre quelques cheveux. On en a les témoins. On en a plus trop, en tout cas pour ma part. Pareil. Mais ça me va très bien du coup. Voilà. Génial, merci beaucoup. Bienvenue à la communauté Real Insider. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci, et puis Joël, ça sera un plaisir. Ça sera live d'ici quelques jours. Top. Merci beaucoup, Livio. Merci. Prochaine. Ciao Joël, bye.